Bonjour à tous et bienvenue. Vous devez avoir une diapositive sous les yeux. Sur cette réunion, séance spécialisée, vendredi 4 décembre. Alors, spécialisée, on aurait pu indiquer spéciale, puisqu'elle est en 100% distancielle. Spéciale parce que on va présenter une exposition en vous invitant à venir la voir, bien sûr, mais les conditions nous l'imposent. Et puis, spécial aussi parce que on va avoir un format qui est nouveau, je pense, hein, pour les retransmissions sur la chaîne ici de la SGF. Donc, bienvenue pour ce 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, traditionnellement journée fêtée à la SGF. Alors, petite insertion de la chapelle Sainte-Barbe des Mines à Chalonnes-sur-Loire. Je remercie Fabrice Redois, collègue et ami de l'Université d'Angers, pour cette petite photo avec à l'avant le Tyrol, les Malécots et la localisation. Chalonnes-sur-Loire, c'est un bon choix pour la Sainte-Barbe, hein, car si vous notez bien, la petite rivière qui passe juste en dessous cette petite chapelle, c'est le Léon. Le Léon et le coteau du Léon, etc. Bon, l'autre aspect, bien sûr, de cette diapositive, c'est cette invitation à entrer à la Maison de la Géologie où se tiennent deux expositions actuellement, à franchir donc les portes de la SGF pour découvrir par la suite, dès qu'on pourra à nouveau bouger, la salle de lecture rénovée de la bibliothèque, hein, ces transformations qui ont lieu au cours de l'année. Deux expositions sont présentes. On va parler de la seconde sur les cartes géologiques, mais je vous invite également à venir voir une autre exposition intitulée Dans les galeries des houillères au XIXe siècle, où sont présentés un ensemble d'objets. On voit ici des lampes et des pics, mais aussi des échantillons et quelques extraits de gravures d'ouvrages marquantes de cette période. Donc, une autre exposition dont je ne vais pas parler. On va se concentrer avec 30 minutes de présentation autour de ces cartes avant la carte, la deuxième exposition que Solène va vous faire visiter après directement en allant de carte en carte. Les cartes avant la carte ou l'émergence d'une cartographie géologique française au XIXe siècle. On replace, j'allais dire, cette exposition dans son cadre. Le déménagement, pardon, de la bibliothèque pour sa transformation en salle de lecture a été une occasion également de déplacer, replacer, faire le point, échanger sur les fonds et le riche patrimoine de cette bibliothèque, tant en livres qu'en cartes, et on souhaitait profiter de la RST pour présenter quelques-unes de ces cartes. Solène reviendra tout à l'heure sur les choix qui ont été faits, les coups de cœur de cartes. Et dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est de replacer ces cartes dans leur contexte. Les cartes qui vous sont exposées sont toutes des cartes géologiques du 19e. Certaines nous sont familières par leur allure, d'autres, vous le verrez, le sont beaucoup moins par des choix de couleurs, parce que notre code visuel, notre langage visuel fait que lorsqu'on regarde une carte, les couleurs, bien sûr, nous parlent, mais si on modifie les couleurs, même sur des territoires connus, c'est parfois assez troublant. On verra également l'autre aspect particulier de ces cartes, c'est leur échelle, puisqu'il n'y a pas de normes ni sur les couleurs, ni sur l'échelle, ni sur les contenus. Donc, dans un premier temps, essayons de resituer cela dans l'histoire de cette carte. Le fond que l'on a pris pour placer, vous le verrez quand vous entrerez dans cette exposition, le fond que l'on a pris pour replacer les cartes géologiques départementales ou autres présentée dans l'expo, c'est la carte géologique de France au 1/500 000, celle que vous avez sous les yeux. C'est une carte publiée en 1841. C'est la première carte géologique générale de la France. Et cette carte a une histoire, elle a un avant, elle a un après, et elle est fondamentalement le canevas, c'est ainsi qu'on va la nommer, le canevas qui va servir au levé des cartes géologiques de détail. Chose importante, nos cartes géologiques au million sont des cartes de synthèse. La toute première carte géologique de France au 500 000, il était difficile de faire la synthèse d'une cartographie de détail qui n'existait pas, donc elle a fonctionné dans l'autre sens. Revenons
rapidement sur cette carte et puis on va remonter le temps. Cette carte qui vous est exposée en deux, trois repères, cette carte, c'est un projet plus ancien dont on pourra reparler ou qui sont intéressés pourront creuser la question. C'est un projet qui remonte à 1811 lorsque Brochant de Villiers va défendre auprès du Conseil des mines, il est professeur à l'école des mines de Paris et il va défendre auprès du Conseil la nécessité qu'il y a d'établir une carte géologique générale de la France. La France ne disposait d'aucune carte, nous allons le voir après. Ce projet, pour diverses raisons, est mis en attente et ne sera véritablement réactivé qu'en 1822 avec donc cette acceptation du Conseil de l'école des mines et la carte va être lancée ou la cartographie va être lancée à partir de 1825. C'est l'œuvre fondamentalement de deux ingénieurs des mines, Élie de Beaumont et Armand Dufresnoy, coordonnée par Brochant de Villiers. Sous les yeux, vous avez cette lettre de mission de juin 1825 par laquelle le directeur général des ponts et chaussées et des mines chargeait Brochant de Villiers d'établir une description minéralogique de la France de manière à y présenter les indications relatives à la nature du sol, qui peuvent intéresser à la fois la géologie, l'art des mines et tous les autres arts qui s'exercent sur les substances minérales, ainsi que les diverses natures de terrain, leurs rapports, leurs limites, les gîtes de minéraux utiles, exploités ou non, enfin la position des usines minéralogiques. Et dans ce programme de 1825, il est indiqué, afin de présenter sans confusion des indications aussi multipliées et souvent très rapprochées, on dressera une carte géologique générale de la France, comprenant toutes les indications de nature des terrains, et des cartes départementales géologiques et minéralogiques qui vont retenir un peu plus notre attention. Cette très belle carte géologique de la France au 500 000, on va la retrouver tout à l'heure, mais en mettant ce petit extrait ici, elle nous est déjà extrêmement familière, si ce n'est par le choix des couleurs retenues, quand on regarde l'extrait, par la disposition générale des terrains. Pour ceux qui ont la curiosité de jeter un petit coup d'œil dans la partie gauche de cette image, on voit que si on part donc du haut de cette colonne, on nous indique des terrains tertiaires, des terrains crétacés, des terrains jurassiques qui nous parlent, mais on y trouve aussi les grès des Vosges, le Zerstein, les grès rouges, les terrains carbonifères, les terrains de transition, les terrains cristallisés, les roches plutoniques. Donc, un vocabulaire qui nous parle, mais en même temps, ce qu'on pourrait appeler ici quelques scories peut-être de vocabulaire qui nous parlent beaucoup moins. Replaçons toujours cette exposition dans son cadre. Après l'établissement de cette carte, sur laquelle on va revenir, un plan va, donc qui commence l'établissement de la carte en 1825, un plan à partir de 1835 va inviter les préfets, donc aux frais des départements, va inviter les préfets à faire établir des cartes géologiques locales. Le premier volet a été la carte géologique générale, le deuxième volet, ou le plan, c'est la cartographie géologique des départements. Donc, revenons un petit peu en arrière. Pourquoi, en 1825, est-il devenu en quelque sorte nécessaire ou souhaitable d'établir une carte géologique de la France, alors que le projet déjà antérieur de Brochant de Villiers n'avait pas reçu ici un accueil très intéressé? Revenons un petit peu en arrière autour de cette origine des cartes avec un choix relativement réduit. On a peu de temps, mais c'est une invitation, hein, invitation à pousser la porte de la SGF, mais aussi une invitation à aller voir un peu plus loin sur l'histoire des cartes qu'il s'agit. On peut en créer les premiers projets de cartes qu'on n'appelle pas encore géologiques, mais les premiers projets qui visent à porter sur un fond cartographique des indications sur la nature, on dit souvent des sols, hein, on parlera de terrain par la suite, on parle aussi de porter sur des cartes des fossiles. Les premiers projets apparaissent à la toute fin du XVIIe. Mais s'il s'agit de projets parfois mis en œuvre, la plupart du temps, on n'en a pas de traces, on ne peut même pas affirmer qu'ils aient été réalisés ou non, et les rares projets réalisés sont, on pourrait dire, extrêmement modestes. Donc, là aussi, pour placer ces cartes de l'exposition dans un cadre plus général, j'ai retenu quelques marqueurs, et il faut les voir comme des marqueurs
tous ceux qui sont intéressés à l'histoire des cartes vont identifier que on n'a pas telle ou telle carte. J'ai pris quelques marqueurs. Et comme marqueur, j'ai pris ce travail de Jean-Étienne Guettard, publié en 1746, d'une carte minéralogique où l'on voit la nature et la situation des terrains qui traversent la France et l'Angleterre. Pourquoi cette carte? Parce que vous avez sous les yeux une carte géographique sur laquelle on a porté, avec des tas de petits symboles, que vous avez explication des caractères sur le côté gauche, on a porté des indications minéralogiques. Il s'agit, les premières cartes qui sont réalisées ici, et celle de 1746 de Guettard est tout à fait marquante, ce sont des cartes où on prend un inventaire qui se faisait sous forme écrite et on replace la localisation des mines, des carrières, mais aussi des tuileries, des exploitations d'argile. On les replace pour avoir une vision qui est une vision gestionnaire de la localisation des ressources. Le changement à travers ces cartes qui se réalisent, c'est l'idée que la statistique, qui est donc une étude qui se fait déjà depuis longtemps, qui vise à connaître les richesses d'une zone, doit pouvoir aussi s'exprimer sous une forme cartographique. Guettard, et donc je vous ai mis quelques-uns de ces extraits, ce qui me permet en même temps de vous signaler que vous pouvez trouver un grand nombre de cartes en ligne. Ces dernières années, il y a eu une volonté de numérisation. Vous en trouverez un très grand nombre, et surtout les cartes géologiques départementales, sur le très beau site de l'École des mines de Paris, où il y a eu un travail il y a quelques années pour valoriser le fond de ces cartes en les numérisant, un travail que coordonnées Marie-Noëlle Maisonneuve, et qui vous permet d'accéder aux cartes et aux notices des cartes. Vous trouverez aussi, comme c'est le cas de l'image que vous avez sous les yeux, de très belles cartes de la BNF sur Gallica. Bon, vous en trouverez d'autres également sur la Jubilothèque, un certain nombre de musées. Je pense par exemple à l'Université de Strasbourg en relation avec le Muséum d'histoire naturelle de Rouen, qui ont numérisé le fonds Coquebert de Montbrest. C'était un très beau travail qu'avait fait Isabelle Laboulet. Vous trouverez certaines de ces cartes. Donc, je reviens sur ma carte. Vous avez sous les yeux ici une carte géographique avec ces petites indications de localisation. On y voit ainsi de localiser des gisements d'antimoine, d'ardoise, d'argent, mais aussi des cailloux ou pierres à fusil. Et on y trouve également des bandes car Guettard identifie à travers ses observations des bandes de terrain. On note bien que c'est fondamentalement des points, un semis de signes, comme avait dit François Ellenberger, un semis de signes sur une carte, mais quelques bandes sableuses, bandes argileuses, bandes schisteuses, qui commencent à exprimer une autre préoccupation. Il s'agit à savoir dans quel type de terrain se trouvent les minerais en question. Guettard publiera un peu plus tard, en 1781, sa carte minéralogique de la France, qui est sur le même principe que précédemment. Il a poursuivi son inventaire. Il a simplement, vous le devinez peut-être en regardant à droite de la carte, il a augmenté le nombre des matériaux minéralogiques qui sont recensés et portés sur cette carte, et on a toutes sortes de petites indications, et l'extrait vous permettant de voir qu'il est difficile d'identifier rapidement un métal ou un autre. Guettard va poursuivre ce travail avec une ambition énorme qui est de développer un atlas qui permettrait donc d'avoir une information beaucoup plus précise que ces cartes générales. C'est un très très gros travail, c'est probablement le premier travail ambitieux, on pourrait dire le premier plan de cartographie minéralogique de la France, lancé en 1780. 214 feuilles étaient prévues, 45 seront achevées. Sur ces feuilles, outre ces critères, ces petites indications portées sur une carte, vous y voyez deux coupes sur les côtés qui sont surtout liées à la conviction qu'avait Lavoisier, qui a collaboré à ces cartes, à la conviction que Lavoisier avait de l'importance de reproduire la succession au cours du temps. Guettard visait avant tout à porter une information statistique sur une carte. La chronologie des terrains ou la prise en compte des terrains qui renferment ces minéraux, elle est en train d'émerger dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Deux auteurs majeurs, Johann Gottlob Lehmann, dans son traité de physique, d'histoire naturelle et de minéralogie en 1756, va distinguer trois classes de terrain, trois sortes de terrain. C'est-à-dire, il déborde l'idée de localiser
ici la présence de quartz, là la présence d'antimoine ou de plomb. Il cherche à identifier des caractéristiques générales qu'on a trouvées déjà chez quelques auteurs anciens, qu'il formalise bien. Pour Lehmann, il y a fondamentalement deux grands types de montagnes et des terrains plus récents. Les montagnes primitives, qu'il appelle les Ganggebirge, et les montagnes secondaires, Flötzgebirge, celles qui sont liées à des dépôts beaucoup mieux stratifiés. On va retrouver ce terme. Et puis, les terrains récents. Cette idée des trois classes de terrains, on les trouvait aussi chez Giovanni Arduino, qui avait divisé, déjà en 1760, quand je dis déjà en 1760, alors que l'autre date c'est 1756, c'est qu'on connaît déjà ces travaux avant, qui avait divisé les montagnes de la République de Venise en des montagnes primaires, qui étaient schisteuses, des montagnes secondaires qui étaient calcaires, et puis des montagnes tertiaires, sableuses et argileuses. Vous avez compris que derrière montagne, il faut prendre un terme beaucoup plus général. L'idée qu'on puisse identifier des formations, on va la retrouver exprimée par Christian Fuxell dans une petite carte en 1761. C'est une carte sur l'histoire de la terre et des mers de la Thuringe, donc dans l'actuelle Allemagne. Et dans cet ouvrage, Christian Fuxell propose une carte. Alors c'est une carte, je dirais une carte à colorier. Ici, je vous mets la mise en couleur qu'avait réalisée David Oldroyd. C'est-à-dire que la carte est imprimée en noir et blanc, mais au lieu de localiser par des chiffres ou par des symboles tel ou tel minerai, ce qu'a rajouté Fuxell, c'est qu'il a déterminé des terrains. Les numéros qu'il donne, c'est ceux qui lui permettent de distinguer des terrains qu'il considère comme étant à la base de tous les autres, les Grundgebirge, recouverts par des couches qui apparaissent très très redressées, schisteuses, recouvertes elles-mêmes par des couches qui sont un petit peu moins inclinées, puis recouvertes par des couches de sable, puis recouvertes par des couches de coquilles. Fuxell attire l'attention sur l'importance qu'il y a de reconstituer la disposition des terrains qui contenaient ces minéraux, les uns par rapport aux autres. Et on voit apparaître, j'ai mis ici entre crochets, ces appellations Permien, Bodenstein ou Muschelkalk, parce que ça nous parle peut-être un peu plus. On voit cette volonté d'établir une chronologie des terrains. Fuxell parle pour la première fois de géognosie ou de science géognostique, une science qui aurait pour ambition de reporter toute la disposition des terrains au fur et à mesure du temps. Cette carte va donner naissance ou va inspirer d'autres cartes également, comme la carte ici de Friedrich Gottlob Glaser, qui paraît en 1775, sur laquelle on voit, donc on est toujours en Allemagne, on est dans la région de Lennenberg, et sur sa carte, il a distingué trois types de terrains, les granites, considérés comme des terrains primitifs, les grès bigarrés et les calcaires coquillés. Glaser comme Charpentier ont un point commun qu'on va retrouver. Ils sont liés au développement d'une école particulière en Allemagne qui est l'Académie de Freiberg, l'Académie des mines de Freiberg. Je dis Glaser comme Charpentier, la carte de Charpentier que vous avez sous les yeux, publiée en 1778, c'est une carte qui, là aussi, ambitionne de représenter de manière continue les terrains, alors qu'on sait bien qu'on les observe que ponctuellement, mais il a recréé lui aussi cette continuité entre terrains et il distingue 8 types de terrains. Je vous ai remis ces types, c'est une carte pétrographique, dit-il, ou lithographique. Il distingue les granites, les gneiss, les schistes, les calcaires, les gypses, les grès, les sables, les argiles et les limons. Ces cartes sont portées par une vision qui est fortement développée à l'école des mines de Freiberg, qui est une vision donc qu'on trouvait chez Lehmann et Fuxell, cette idée d'une succession au cours du temps, mais véritablement c'est Abraham Gottlob Werner, qui est professeur donc à l'école des mines, qui va la théoriser. Et dans sa petite classification de 1787, il revient ici sur comment on va décrire les roches et les terrains. L'idée forte de Werner, elle s'inscrit dans une représentation qu'on avait déjà de l'histoire de la Terre plus ancienne, qu'on appelait une représentation neptuniste. L'idée, c'était qu'à l'origine, la Terre devait être entièrement couverte par les océans. Dans ces océans, on précipitait un certain nombre de dépôts. Les premiers devaient être très cristallins et on pensait que les premiers dépôts, eh bien, ce sont ces roches que l'on appelle les granites, dans lesquelles c'est bien cristallisé. Et puis, au fur et à mesure du temps,
cette eau se retire et permettait de découvrir ces dépôts plus anciens et au fur et à mesure du temps, les propriétés de cet océan se modifiant, les dépôts se modifiaient. Donc, l'idée était que si la Terre était entièrement recouverte d'eau à l'origine, au fur et à mesure, les dépôts étaient autant de couches qui avaient gardé l'histoire, couche après couche, l'histoire depuis les origines de la Terre. Et la géognosie, cette science que Fuxell appelait de ses voeux et que va reprendre et théoriser Gottlob Werner, se fixe de reconstituer la succession des couches depuis les origines, succession qui est pensée comme universelle. En tout lieu, on doit pouvoir la retrouver. Le travail qui est fait en Allemagne doit pouvoir se retrouver ailleurs en Europe et au-delà. Werner a peu écrit, mais Werner a eu énormément d'élèves prestigieux, dont Brochant de Villiers, dont on parlait tout à l'heure, mais également des élèves comme Jepson, en Écosse, et l'Europe va être véritablement marquée par l'enseignement de Werner. L'Europe est neptuniste et va développer ici des recherches qui s'inscrivent dans le champ de la géognosie. Mais jusqu'à maintenant, il s'agissait juste, avec cette volonté géognosique, de reconstituer les strates les unes sur les autres. Les strates, pardon, justement, le terme n'est pas encore utilisé. Les couches les unes sur les autres. Ce qui va changer, c'est l'intérêt que l'on va apporter au contenu des couches pour pouvoir les décrire et surtout pour pouvoir établir des corrélations. Comment savoir que les terrains sableux décrits par Werner, par exemple en Allemagne, sont semblables aux terrains sableux de la France ou de l'Angleterre? De l'Angleterre, justement, parlons-en. Vous allez avoir deux diapositives de ce genre-là, deux cartes que l'on voit à la Geological Society, dans l'escalier d'honneur de la Geological Society. Cette carte de William Smith, publiée en 1815, et puis on va voir l'autre carte de Greenhalgh, publiée quelques temps après. William Smith est un géologue anglais, mais au départ c'est fondamentalement un géomètre qui s'intéresse à la structure, au dépôt, qui est fort bien au courant des travaux qui ont été faits par Werner et qui a la volonté dès 1799 d'établir une carte géologique dans lequel, une carte géologique, c'est le terme qu'il utilise, dans lequel on va voir la succession de toutes les couches qu'il peut observer dans la région de Bath. Et ce premier travail le conduit dès 1801 à produire une première carte générale de l'Angleterre et du Pays de Galles. Cette carte, il l'a établie tout seul, en se déplaçant par lui-même à travers l'Angleterre et le Pays de Galles. Et cette carte, elle va véritablement prendre jour, être publiée en 1815. C'est la carte que vous avez sous les yeux, cette Map and Delineation of the Strata of England and Wales with part of Scotland. Cette carte, elle a quelque chose de tout à fait nouveau. Fort belle couleur, je sais. Eh bien, ce qui est intéressant surtout, c'est que William Smith va défendre l'idée que pour décrire une strate, il ne suffit pas de dire qu'elle était plutôt sableuse avec une fraction d'argile, car des couches sableuses avec des fractions d'argile, il peut en exister beaucoup. Il faut apporter une attention toute particulière, dit-il, aux fossiles qu'elles contiennent. William Smith revendique ici le fossile comme étant le bon descripteur de cette strate. Cette strate, au sens propre, strata, vous le retrouvez dans sa publication de 1816, c'est l'idée, cet enregistrement. Cette couche, affirme-t-il, est un enregistrement du temps à un moment donné, et on peut le corréler avec une autre par ces fossiles. Simplement, il n'a pas vu ce qu'on pouvait faire des fossiles au-delà de simples éléments descripteurs. Je vais mis un autre petit extrait pour voir la très belle qualité de cette carte. Je vais passer rapidement dessus. Il n'a pas vu l'autre intérêt qu'on pouvait faire de ce fossile. Et cet intérêt, c'est véritablement ce que vont développer Brongniart et Cuvier dans leur essai sur la géographie minéralogique des environs de Paris, publié en 1811, où ils revendiquent le fossile. Cuvier et Brongniart sont des spécialistes, bien évidemment, vous connaissez ces auteurs, des formes fossiles. Vous connaissez aussi le cadre de pensée de Georges Cuvier qui va défendre, et qui a déjà défendu à cette époque, mais qui va défendre un modèle où, observant les fossiles dans les terrains de plus en plus anciens, il est arrivé à l'idée que se sont succédés au cours des temps, depuis cette origine de la Terre, des faunes et des flores fossiles.
et que ces faunes et flores fossiles sont donc de très bons marqueurs, de très bonnes médailles pour indiquer un temps, indiquer directement le temps. Le fossile permet de dater la strate. Bon, pour Georges Cuvier, évidemment, pour penser cette succession de faune et de flore, il faut aussi penser de grandes catastrophes qui expliquent ici l'accumulation, d'où sa thèse catastrophiste et bien sûr son modèle fixiste. La carte présentée ici, c'est une des versions, ça ce sera aussi l'intérêt de venir voir cette exposition, c'est par exemple celle que vous pouvez trouver sur le site Gallica de la BNF, et vous verrez de présenter une autre carte, au lieu d'avoir celle de 1811, vous aurez celle de 1822, mais on va voir aussi comment la carte a évolué dans les choix de couleurs ou dans leur propre disposition. L'élément important, je remis ici la carte de 1811 de Cuvier et Brognard, il y en a quantité, mais c'est aussi d'avoir porté cette attention majeure que d'autres avaient déjà évoquée avant, bien sûr, mais l'attention majeure sur le fait que le fossile nous dit beaucoup de choses. Le fossile permet de reconstituer un milieu, de savoir si il vivait dans un milieu d'eau douce ou s'il vivait en eau de mer. Eh bien, ça a une conséquence pour penser la variation du paysage, la variation des milieux au cours du temps. Et ça, c'est une introduction qu'on a à cette époque-là. Vous retrouverez également ce très beau document de 1832 où on voit cet enregistrement d'une histoire. Avec Cuvier et Brognard, on a inscrit l'histoire dans ces cartes géognosiques. Cuvier et Brognard présentent leurs cartes tout d'abord dans la continuité du travail de Werner, de la géognosie de Werner, mais vont beaucoup plus loin avec cet usage qu'ils font du fossile. Sous les yeux, une carte de 1822. Cette carte de 1822, on la doit à Jean-Baptiste Homalius d'Alois. Cette carte, il a commencé très tôt à partir des travaux de Charles-Étienne Coquebert de Montbray, car il est chargé de réaliser en fait la carte géologique de l'Empire. Nous sommes dans cette période ici où l'Empire français, quand vous regardez cette carte, vous voyez bien qu'on va bien au-delà de nos frontières actuelles. Cette carte a pour ambition de décrire la nature du sous-sol, mais avec une préoccupation. Derrière, il y a l'idée d'augmenter le développement minéral, on l'entend bien, mais aussi agronomique. Donc il faut connaître le sous-sol pour pouvoir intervenir, pour transformer éventuellement les terres. C'est un énorme travail, celui qu'a fait Jean-Baptiste Homalius d'Alois. Énorme travail parce que face à la grande diversité des terrains, il a réuni tous ces terrains en 6 types de terrains primordiaux, pénéens, monéens, crétacés, mastozoïques, pyroïques. C'est souvent, surtout je dis là pour les plus jeunes qui écoutent, c'est souvent l'idée qu'il serait plus facile de regrouper que de diviser, de séparer ou de distinguer une diversité de terrains. En fait, la grande difficulté, c'est que face à des terrains aussi divers, il va falloir faire des choix de regroupement. Et c'est ce qu'il fait dans cette très belle carte, hein, avec la carte que j'ai rajoutée derrière. Le petit chemin en rouge, c'est qu'il part certes des travaux qui ont déjà été réalisés par Coquebert-Montbray, il part de la statistique, c'est-à-dire de tous les inventaires, toutes les données qui sont déjà remontées vers Paris, mais il va lui-même aussi parcourir à pied tout le chemin qui est là, c'est le chemin qu'il fait à pied pour vérifier par lui-même la nature des terrains. L'autre carte que vous trouverez en entrant à la Geological Society, c'est la deuxième carte en haut de l'escalier, c'est la carte de George Belave Greenhalgh, publiée en 1819. Cette carte, nous en avons, vous avez ici le mémoire de la Geological Map of England, nous en avons un exemplaire de ce mémoire à la bibliothèque de la SGF, et un extrait de la carte qui est en dessous. Cette carte est imprimée en 1819 et est diffusée, donc disponible à partir de 1820. Cette carte, c'est la production de la Geological Society, créée en 1807. George Belave Greenhalgh est un de ses fondateurs, et c'est l'expression d'une volonté dès 1807 d'établir une carte géologique détaillée de l'Angleterre et du Pays de Galles. Cette carte a pris du retard. Vous allez voir que c'est une permanence, la prise de retard dans les cartes, et ici, donc, un document qui n'est pas de très bonne qualité, j'aurais dû mettre, qui présente ces cartes, où bien sûr, il nous manque l'Écosse. Cette carte d'Écosse viendra plus tard. On se trouve donc dans les
années 1820 avec deux cartes pour l'Angleterre. En France, on a quelques grandes cartes pour les régions. Par exemple, en 1823, cette carte de Jean de Charpentier, c'est le fils de Charpentier que l'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est pour ça Jean de Charpentier ou Johann von Carpentier. Cette carte représente l'intégralité de la géognosie des Pyrénées, carte géognostique des Pyrénées, où il va distinguer là aussi une succession de terrains au cours du temps. Mais on aurait pu jeter un coup d'œil, et on en reparlera, cela en reparlera, sur une autre carte, la carte géologique de la Bretagne, de Bobley, une vision générale de cette Bretagne, où là aussi on peut voir une succession de terrains. Alors, évidemment, dès qu'on jette un petit coup d'œil, on n'identifie pas nos couleurs repères, mais on ne les trouve pas non plus dans l'ordre auquel nous sommes habitués. Ou cette carte Félix Dujardin, également disponible dans cette exposition, qui n'est pas une carte d'un département, mais une carte de la Touraine. On se retrouve donc dans cette situation au début de 1820 et au moment où l'école des mines reçoit la deuxième carte géologique de l'Angleterre, celle de Greenhouse, dans la situation où l'Angleterre avait deux cartes et la France n'avait toujours pas de carte géologique générale. Donc, ce programme qui est lancé, cette reprise du projet de Brochant-de-Villiers, élève de Werner dès 1811, souhaitait faire établir cette carte, mais il y avait d'autres projets en quelque sorte qui ont bloqué cette publication. Ça n'est repris qu'à partir de 1822 et, comme on l'a dit, on va lancer ce programme en 1825. Il faut autour de deux hommes, Élie de Beaumont et Dufresnoy. J'ai repris ici des bustes qui sont visibles quand vous vous rendez à la bibliothèque de l'école des mines de Paris. Autour de ces deux hommes, on va établir ici un énorme programme de cartographie. Je dis énorme programme car la carte que je remets maintenant sous les yeux, cette carte a été publiée en 5 campagnes. 5 campagnes, c'est très peu, 1825 à 1829, donc où Élie de Beaumont et Dufresnoy, aidés par Fénéon et Billy, se rendent à travers la France pour voir par eux-mêmes, mais aussi pour collecter les informations déjà collectées par les ingénieurs des mines localement. Et à partir de ces cartes, ils vont établir la carte générale. Il faudra encore la graver et puis la publier. Or, cette gravure et cette publication prennent énormément de retard. Si les levées sont finies en 1829, gravure et publication font que finalement la carte ne sera pas prête avant 1841. D'où le deuxième plan que l'on a vu tout à l'heure, quand en 1835, on se dit, eh bien, il ne faut pas attendre, il faut lancer la phase 2 du plan, établir les cartes géologiques détaillées des départements français. Et pour cela, les ingénieurs des mines, s'ils sont chargés de cette mission par le Conseil général, car ça ne sera pas toujours le cas, se verront envoyer un extrait de cette carte géologique de France au 500 000 qui va servir en quelque sorte de repère et de canevas, plus un fond, c'est l'ancienne carte de Cassini, sur lequel ils vont devoir reporter leurs observations. On entre en 1835 dans un programme national qui est donc bien organisé par Paris. En 1836, on donnera même un cahier des charges extrêmement précis. Il faudrait qu'une carte, idéalement, soit publiée, produite en 6 ans, et ce ne sera pas le cas. Eh bien, ce que je vais vous laisser regarder maintenant avec Solène, c'est que on n'a pas attendu, enfin le on ici, je dirais, les géologues français, qu'ils soient ingénieurs des mines en poste ou érudits locaux, n'ont pas attendu ce programme de 1835. Dès les années 1810-1820, il y a eu la volonté de produire par soi-même, localement, des cartes géologiques départementales avec les fonds dont on disposait et les choix qui ont été faits, que va vous présenter Solène maintenant. Les choix peuvent être aussi bien l'œuvre d'un ingénieur des mines, donc dans la continuité et très rapidement dans le cadre de ce plan général, ou de géologues qui ont peut-être tous comme point en commun d'être membres de la Société géologique de France. Solène, je laisse sur cette diapositive et vous poursuivez par la visite.